Eh ben, c'est parti. On vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire 33 minutes bien investies. Alors, avant de laisser la parole à Léa pour parler de la thématique du jour, attirer et fidéliser ses salariés, je vous rappelle rapidement le fonctionnement du 33 minutes. On va se laisser une belle demi-heure pour parler de ce sujet-là. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la fenêtre de conversation et puis on les posera à Léa à la fin. Il est fort possible, voire très probable, qu'elle y réponde déjà pendant sa présentation. On vous enverra le replay, le support à l'issue de la réunion cet après-midi si YouTube est coopératif pour charger rapidement la vidéo. Et puis voilà, je vais te laisser la parole, Léa. Bonjour à tous, alors je vais commencer par me présenter. Donc Léa Martin, je suis responsable du service droit social à la CAPEB. On a peut-être déjà eu l'occasion d'échanger sur des questions relatives à la gestion de vos salariés et de vos ressources humaines. Ou alors vous avez peut-être échangé avec mes collègues Mathilde Charuel et Floriane Joubert. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents dispositifs qui sont à votre disposition pour attirer et fidéliser vos salariés. Alors, il en existe beaucoup. On en a sélectionné certains aujourd'hui pour vous donner différentes idées. Je vais les passer en revue. J'essaierai de rentrer dans le détail, mais il y aura forcément des informations que je ne vais pas pouvoir vous dire aujourd'hui parce que on est contraint par le temps. J'aimerais bien vous garder toute la journée, mais bon, je pense que vous avez aussi autre chose à faire que de m'écouter toute la journée. Donc, on va avancer. Et puis, si bien sûr vous voulez approfondir un des dispositifs, ben, on restera à votre disposition. Faudra pas hésiter à nous rappeler. Donc, on va commencer. Hop. Alors, on a découpé un peu la présentation en trois volets. Le premier volet, on va s'intéresser aux dispositifs d'organisation du travail qui vont vous permettre de favoriser l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Le deuxième volet, ça va être tout ce qui est lié aux avantages financiers. Et le troisième volet, on va voir un peu tout le reste, que ce soit bon cadeau, aide financière pour le service à la personne ou organisation de moments conviviaux. Alors, le premier volet, il touche à l'organisation du travail. Vous avez peut-être été sensibilisé sur les différentes générations X, Y, Z qui sont arrivées sur le marché de l'emploi avec des problématiques et des enjeux, des volontés voilà, qui peuvent être différentes des anciennes générations. On est parfois face à un public qui est plus attentif à la conciliation entre le travail et leur vie personnelle. Donc ça va être des exemples de dispositifs que vous pouvez mettre en place pour justement mettre en avant cet avantage-là dans votre entreprise. Donc on commence par la première organisation du travail qui est plutôt assez classique. Peut-être que certaines entreprises ici l'ont déjà mis en place, c'est la semaine de 4 jours. Il faut savoir que pour les salariés qui sont à temps complet, la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui peut décider d'organiser la durée du travail sur 4 jours au lieu de 5. Il y a deux exceptions à ça, c'est si les horaires de travail sont contractualisés. Ça peut être le cas même si vous êtes à temps complet, ça se trouve vous avez fait des contrats de travail avec des horaires mis dans le contrat. À ce moment-là, vous êtes obligé d'obtenir l'accord de votre salarié pour pouvoir modifier la répartition. Et la deuxième exception, c'est les salariés à temps partiel, où là, il y a forcément un accord du salarié à obtenir. Les avantages de la semaine de 4 jours, c'est pour les salariés avoir des week-ends de 3 jours hein, qui sont plutôt appréciables, plus de jours off dans l'année. Pour l'entreprise, il y a aussi des avantages à pas négliger. Ça vous fait des économies de carburant et des économies d'indemnité de petits déplacements. Donc tout ce qui est repas, trajet, transport, vous les versez 4 fois au lieu de les verser 5 fois. Donc multiplié par le nombre de semaines et par le nombre de salariés, ça fait quand même des petites économies. Il y a aussi une optimisation des temps de mise en place et de rangement du chantier. Donc là, ça dépend des types d'activités, mais parfois c'est des temps qui peuvent être assez longs. Donc forcément, on les rentabilise en condensant l'horaire de travail sur 4 jours. Il y a des inconvénients, c'est que forcément, vous allez augmenter l'amplitude de travail de vos collaborateurs. Donc,
risque d'augmenter la fatigue et la pénibilité de leur travail. Là aussi, c'est à voir en fonction des activités des uns et des autres. Et puis, il va falloir aussi faire attention aux durées maximales de travail et je pense particulièrement aux apprentis mineurs pour lesquels les règles de durée du travail sont un petit peu différentes. Je ne rentre pas trop dans le détail par rapport aux apprentis mineurs, mais en tout cas, si c'est un dispositif qui vous intéresse et que vous avez des apprentis mineurs, prenez bien conseil en amont par rapport à ça. Deuxième type d'organisation du travail qui peut être apprécié par vos collaborateurs, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le repos compensateur de remplacement. On l'appelle aussi le RCR. Et le principe de ce RCR, c'est qu'en fait, on va remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos équivalent. Donc, par exemple, une heure supplémentaire qui aurait dû être majorée à 25%, elle va venir se remplacer par un repos de 1 h 15 qui va venir se mettre dans un compteur de récup propre à chaque salarié. Ça ne concerne que les heures supplémentaires qui ne sont pas déjà prévues au contrat en paiement. Typiquement, si vous avez des contrats de travail 39 heures avec une mensualisation, donc un salaire versé sur une base de 169 heures par mois, donc incluant les 39 heures de travail, vous n'allez pas pouvoir remplacer le paiement par une récupération parce que le paiement est contractualisé. Par rapport à ce compteur de récupération, le repos, il est pris selon les modalités à définir par le chef d'entreprise dans ce qu'on appelle une DUE, c'est une décision unilatérale de l'employeur, pardon, qui va vous permettre de fixer vraiment les conditions de prise. Est-ce que c'est pris à l'initiative de l'employeur, du salarié, quels sont les délais à respecter, etc. Vous avez également possibilité de passer par la voie d'un accord d'entreprise et l'avantage, c'est que ça peut vous permettre de baisser ou uniformiser le taux de majoration des heures supplémentaires, sachant qu'on ne peut pas descendre en dessous de 10%. Donc la loi prévoit 25% pour les 7 premières heures supplémentaires et 50% pour les heures supplémentaires au-delà. Mais vous avez possibilité de changer ce taux de majoration par voie d'accord d'entreprise sans pour autant baisser en dessous de 10%. Euh, les avantages de ce repos compensateur de remplacement, ils vont globalement dépendre de comment vous l'avez mis en place et en tout cas des conditions que vous avez prévues dans votre décision unilatérale de l'employeur. Plus vous allez prévoir un dispositif souple pour le salarié, plus ça va être un avantage pour lui. Typiquement, ça va lui faire des jours de repos en plus pour ses impératifs personnels, des rendez-vous médicaux, pour ses jours enfants malades, etc. Ça, c'est si vous laissez une certaine liberté au salarié dans le choix des jours de travail. Ça lui donne aussi la possibilité, si les heures supplémentaires sont assez nombreuses, de bénéficier d'une sixième de congé payé, une sixième semaine de congé payé par an, par exemple. Donc ça peut être aussi un argument assez intéressant pour vos salariés. À l'inverse, si dans votre DIE, vous prévoyez plutôt la possibilité d'utiliser ce compteur à l'initiative de l'employeur, bah, ça va vous permettre de pouvoir utiliser le compteur pour pallier aux aléas de votre activité, par exemple des chantiers annulés, reportés, des contraintes météorologiques, etc. Dans ce cas-là, le compteur d'heures devient très avantageux pour l'employeur, mais vous l'aurez compris, un petit peu moins pour le salarié qui n'est pas maître du choix des dates. Ce système permet aussi d'alléger votre trésorerie dans le sens où les heures supplémentaires, au lieu de les payer, vous allez les faire récupérer. Donc, ça fait moins de trésorerie à sortir. Troisième possibilité d'organisation du temps de travail, c'est la modulation, ou aussi appelée annualisation. Donc, pareil, peut-être que certains d'entre vous l'appliquent déjà. L'avantage pour l'entreprise, c'est que ça permet d'organiser en fait un planning de travail sur une période qui peut aller jusqu'à 12 mois, en intégrant des semaines de forte activité avec des semaines de faible activité. Et les périodes se compensent comme ça l'une et l'autre. Donc, ça permet vraiment de prévoir un planning d'intervention qui va correspondre à la saisonnalité de l'activité ou bah, un peu aux contraintes, hein, parce qu'on a tendance à faire parfois, selon les activités, des journées plus courtes en hiver et plus longues au beau jour. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour l'entreprise. Et ça permet aussi de prévoir sur l'année des semaines de repos supplémentaires. Donc une sixième, voire une septième semaine de congés payés, ça c'est pareil, ça peut être un argument bah, assez intéressant aussi pour les salariés par rapport à une entreprise qui aurait que 5 semaines de congés payés, par exemple.
Le principe de cette modulation du temps de travail, c'est qu'en fait, les heures supplémentaires, elles ne sont plus décomptées à la semaine, mais en fin de période. Donc, typiquement, si vous êtes sur une annualisation, une période d'un an, c'est seulement à la fin de l'année qu'on va regarder si des périodes basses et hautes se compensent. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas compensé toutes les périodes de forte activité, ça va déclencher des heures supplémentaires à payer en fin de période. Mais ça vous laisse quand même toute l'année pour essayer d'équilibrer tout ça. Pour pouvoir mettre en place la modulation du temps de travail, ça doit obligatoirement passer par accord collectif. Donc, on a un accord collectif qui est conclu au niveau de la branche du bâtiment. L'accord est différent selon que l'entreprise elle a plus ou moins de 10 salariés. Pour les entreprises qui ont moins de 10 salariés, la modulation elle est prévue sur une période de 6 mois maximum. Donc, vous ne pouvez pas aller sur une période de 12 mois. Et c'est pour une moyenne de 35 heures en moyenne sur l'année, avec une amplitude qui peut varier des semaines qui peuvent varier entre 0 et 42 heures par semaine. À l'inverse, pour les entreprises de plus de 10 salariés, l'accord de branche vous permet de faire la modulation sur 12 mois, donc c'est plus intéressant, mais toujours avec une moyenne de 35 heures sur l'année et une amplitude cette fois de entre 0 et 46 heures par semaine. Vous avez également la possibilité de rédiger votre propre accord d'entreprise pour coller au mieux à vos besoins et aux réalités de votre entreprise, notamment si vous êtes plutôt sur une base 39 heures en moyenne sur l'année et que vous voulez moduler sur une période de 12 mois, même si vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés. Quatrième dispositif d'organisation du temps de travail, c'est l'accord de RTT, donc réduction du temps de travail. Cet accord de RTT, c'est un petit peu le même objectif en fait que les premiers dispositifs, mais la mise en œuvre est différente. C'est que les heures réalisées par le salarié au-delà de 35 heures par semaine, elles ne sont pas rémunérées, mais elles sont compensées par l'octroi de jours de RTT. Donc en gros, par exemple, votre salarié fait 39 heures, il n'est payé que 35, mais pour compenser les heures supplémentaires, il va avoir un certain nombre de jours de RTT à prendre dans l'année. L'avantage, c'est là encore que ça permet de bénéficier de jours et des semaines de repos complémentaires aux 5 semaines de congés payés. Donc, c'est un vrai argument quand vous recrutez quelqu'un et puis c'est un vrai argument aussi pour conserver vos salariés. Parce que souvent, on s'y habitue à ces jours de RTT et ça peut être très dur de revenir à 5 semaines de congés payés. Et puis, ça permet aussi à l'entreprise de se garder la possibilité de fixer certains RTT à son initiative sur des périodes plus calmes ou pour constituer, par exemple, une quatrième semaine de fermeture l'été ou à une autre période de vacances. La mise en place, elle se fait aussi par accord collectif. Donc là, c'est le même principe. Il y a un accord qui est prévu au niveau de la branche de bâtiment qui a été signé par la CAPEB et qui prévoit typiquement 24 jours de RTT pour un horaire moyen de 39 heures par semaine. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les salariés font 39 heures, pardon, ils sont payés 35 et en contrepartie, ils ont 24 jours de RTT. Et l'accord prévoit qu'il y a 19 jours sur ces 24 qui sont choisis, dont les dates sont choisies par l'employeur et 5 jours qui sont pris à l'initiative du salarié. Là encore, vous avez possibilité de prévoir votre propre accord RTT pour adapter cette organisation à vos spécificités. Donc, on a fini sur la partie organisation du travail. On va passer à un volet où on va regrouper un peu tous les avantages financiers que vous pouvez mettre en place dans l'entreprise. Alors, le premier dispositif, il est un peu simple, mais ça me paraissait important de le rappeler, c'est la possibilité de prévoir en fait une simple prime d'ancienneté dans votre société. Le but de cette prime d'ancienneté, c'est de récompenser l'ancienneté au fur et à mesure que les salariés restent dans l'entreprise et vraiment d'afficher clairement votre volonté de récompenser ce point-là. Vous pouvez prévoir des montants et des conditions de versement dans un document qu'on appelle DUE, une décision unilatérale de l'employeur, que vous allez afficher dans l'entreprise et remettre aux collaborateurs lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise. C'est vous qui fixez librement les tranches d'ancienneté, les montants, parce que vous n'avez aucune obligation conventionnelle à ce sujet. C'est vraiment un dispositif facultatif que vous allez définir comme vous le souhaitez. Donc, comme on l'a dit, ça permet de vous engager à récompenser l'ancienneté des salariés qui restent dans votre entreprise. L'inconvénient, cependant, c'est que c'est une prime qui va être soumise à cotisation sociale et à impôt sur le revenu. Donc, pour autant, c'est un dispositif qui est très clair et très facilement compréhensible en fait par les salariés. Mais d'un autre côté, c'est pas très optimisé socialement et fiscalement parlant, quoi.
Alors, du coup, ça m'amène à un autre dispositif qui s'appelle la PPV, la prime de partage de la valeur, où là, pour le coup, on a une optimisation sociale et fiscale par rapport aux charges supportées par l'entreprise. Alors, la prime partage de la valeur, c'est une mesure qui s'applique pour le moment jusqu'au 31 décembre 2026. Et je vous dis pour le moment parce que ça fait beaucoup d'années que ce dispositif, il est reconduit, toujours avec parfois des petites modifications. Là, pour le moment, ça va jusqu'au 31 décembre 2026. On ne sait pas ce qu'il en sera après. Et clairement, on n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en sera déjà au 1er janvier 2026. Donc voilà, on verra si le dispositif est reconduit au-delà. C'est une mesure bien sûr facultative. Elle ne doit pas remplacer un élément de rémunération que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise. La prime PPV, elle se met en place par DIE, toujours décision unilatérale de l'employeur, et elle est exonérée de cotisations sociales, de CSG, CRDS et d'impôts sur le revenu dans les entreprises de moins de 50 salariés et pour les salariés touchant moins de 3 SMIC annuels. Vous avez possibilité de verser cette prime en prévoyant que le montant de la prime est modulé en fonction d'un ou plusieurs critères qui sont définis par la loi. Donc, je vous ai remis les critères sur le PowerPoint. Le critère qui peut vous intéresser dans l'optique de récompenser et fidéliser vos salariés, ça peut notamment être celui de l'ancienneté. Où là, pareil, vous allez récompenser l'ancienneté, mais cette fois avec une prime qui est exonérée de charges. Le montant maximal de la prime, c'est 3 000 euros par an et par bénéficiaire. Ça peut monter jusqu'à 6 000 euros d'exonération si vous êtes doté d'un accord d'intéressement. Vous pouvez verser jusqu'à 2 PPV par an. Dans ce cas-là, le plafond, il s'apprécie au global sur l'année. Et chaque prime peut être versée en plusieurs fois. Donc, vous l'aurez compris, c'est aussi un moyen de récompenser l'ancienneté avec quand même un petit bémol. Parce que là où sur la prime d'ancienneté qu'on a vue au préalable, vous vous engagez vraiment à verser cette prime dans le temps, là, sur la PPV, on est sur un dispositif totalement différent. C'est-à-dire qu'on est sur un dispositif exceptionnel. La PPV, vous ne vous engagez tout le temps que sur une année. Donc, en termes d'engagement et de discours auprès des salariés, c'est pas sur le coup, ils vont être contents parce qu'ils se rendront compte que l'ancienneté a été récompensée, mais rien ne leur garantit que l'année prochaine, ils auront la même prime, quoi. Donc, c'est pas le même engagement de votre part. Deuxième dispositif assez intéressant, c'est l'intéressement au résultat de l'entreprise, qui est là encore un dispositif facultatif où vous allez pouvoir en fait verser une prime à vos salariés en fonction des résultats de votre société. Toutes les entreprises peuvent le mettre en place, y compris les entreprises de moins de 50 salariés. Ça encourage les salariés à s'impliquer dans les résultats de l'entreprise et ça permet d'avoir un complément de salaire qui est parfois non négligeable si l'entreprise a de bons résultats. À l'inverse, si l'entreprise n'a pas les résultats escomptés, vous ne vous engagez pas à verser une prime parce que les seuils de déclenchement prévus ne seront pas atteints. Cette prime, elle est exonérée de cotisations sociales. Par contre, elle est soumise à CSG, CRDS pour le salarié. Et pareil, vous n'avez pas de forfait social à verser dans les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, d'un point de vue social, c'est assez intéressant. La prime, elle est également exonérée d'impôt sur le revenu à condition que le salarié bloque la prime d'intéressement sur un plan d'épargne entreprise pendant 5 ans. Donc, on verra cette partie sur la slide d'après. Pouvoir mettre en place un intéressement, vous avez possibilité, là encore, soit d'adhérer à l'accord qui est conclu au niveau de la branche, donc c'est un accord clé en main, mais bien souvent, les entreprises, elles préfèrent faire leur propre accord d'entreprise parce que ça va vous permettre de fixer un seuil de déclenchement et des modalités de calcul qui sont vraiment propres à votre activité, à votre niveau de chiffre d'affaires et à la réalité de votre entreprise. Si vous voulez faire votre propre accord d'entreprise, il faut le conclure dans les 6 premiers mois de l'exercice comptable. Typiquement, pour ceux qui clôturent au 31 décembre 2025, c'est trop tard pour le faire pour cette année. Il aurait fallu le faire avant le 30 juin 2025. Dans l'accord d'intéressement, on va notamment prévoir les bénéficiaires, enfin détailler qui peut bénéficier de l'intéressement, à savoir que vous pouvez mettre une condition d'ancienneté de 3 mois maximum et que les dirigeants d'entreprise et leurs conjoints dans les entreprises de moins de 250 salariés peuvent aussi en bénéficier. Donc ça, c'est assez intéressant ici pour vous. Contrairement à la PPV qu'on a vue tout à l'heure, où là, les chefs d'entreprise ne peuvent pas en bénéficier.
Dans l'accord d'intéressement, vous allez aussi prévoir du coup le seuil de déclenchement, c'est-à-dire le niveau, par exemple, de résultat à partir duquel vous déclenchez un calcul de prime d'intéressement. Et puis, vous allez prévoir la façon dont la prime globale d'intéressement va être répartie selon entre les différents bénéficiaires. Ça peut être une répartition uniforme, ça peut être une répartition en fonction de la durée de présence au cours de l'exercice comptable, ou ça peut être une répartition en fonction de la rémunération. La durée d'application d'un accord d'intéressement, c'est entre 1 et 3 années, mais avec possibilité de tacite reconduction. C'est-à-dire que dans les faits, si vous mettez en place un accord d'intéressement et avec une tacite reconduction, ça revient en fait à avoir un accord à durée indéterminée, mais avec la possibilité pour l'entreprise de suspendre ou d'arrêter en fait cet accord chaque année en fait. Le plan d'épargne entreprise. Alors, pareil, ça c'est un dispositif en fait qui regroupe pardon, différents plans. Les plus connus, ce sont les PE, PEI et PERCO. Donc PE, c'est plan d'épargne entreprise. PEI, c'est plan d'épargne inter-entreprise. Donc là, pour le coup, vous allez adhérer à un plan qui est commun à plusieurs entreprises. Et PERCO, ça va être tous les plans liés à la retraite. Chaque collaborateur, grâce à ce plan, peut se constituer une épargne. Ça permet aux salariés d'avoir un placement dont les frais de gestion sont pris en charge par l'entreprise et ça lui permettra de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu sur la prime d'intéressement si vous avez mis en place l'accord d'intéressement qu'on a vu au préalable. La mise en place d'un plan d'épargne, elle se fait avec votre organisme bancaire ou d'assurance. Alors, je vous ai mis par exemple Regard BTP, c'en est un parmi tant d'autres. Vous avez possibilité, là encore, de prévoir une condition d'ancienneté de 3 mois et de prévoir que le chef d'entreprise et son conjoint en bénéficient dans les entreprises de moins de 250 salariés. Donc ça aussi, c'est un avantage pour vos salariés, mais aussi qui vous concerne également, vous, chef d'entreprise. L'épargne du salarié, elle est bloquée pendant 5 ans sur ce plan, mais il existe 14 cas de déblocage anticipé. Donc tous les ans, ils nous rajoutent des cas de déblocage anticipé. Au début, on était à 8, je crois, et là, on est rendu à 14. Donc parmi ces cas, il y a notamment la naissance d'un troisième enfant, l'achat d'une résidence principale, tout ce qui va être travaux d'ampleur de rénovation énergétique, et puis des choses un peu moins joyeuses comme divorce. Situation de surendettement, etc. ou décès. Euh, les sommes versées par le salarié sur l'ensemble de ces plans, elles sont toutefois limitées à 25% de sa rémunération brute annuelle. Donc, ça fait déjà pas mal. Alors, le plan d'épargne en tant que tel, ça peut être un avantage, mais ce qui est surtout avantageux pour les salariés, c'est quand le plan d'épargne, il prévoit ce qu'on appelle un abondement de l'employeur, c'est-à-dire un versement complémentaire. C'est-à-dire que dans votre accord plan d'épargne, vous pouvez prévoir un abondement lorsque le salarié place des sommes sur le plan d'épargne. Par exemple, si le plan donne la possibilité au salarié de verser 1 000 euros par an abondés à hauteur de 50% par l'employeur, ça veut dire que quand le salarié y met 1 000 euros sur le plan, à la fin de l'année, il reçoit 500 euros de la part, il y a l'entreprise qui verse également un complément de 500 euros sur le plan pour ce salarié-là. Donc ça, c'est un vrai avantage pour le salarié. Et puis, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous parce que c'est exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour le salarié. Ça reste soumis à la CSG, CRDS, mais toutes les autres charges sociales ne sont pas dues. L'abondement, il est quand même limité à 8% du pass. Bon, ça fait 3 700 euros pour 2025. Donc, ça laisse ça laisse quand même pas mal de marge. Et puis, par contre, il est limité au triple du versement du bénéficiaire. Donc, 300%. Si on reprend l'exemple d'un salarié qui verse que 1 000 euros sur son plan et que vous avez prévu un abondement de 300%, vous serez limité à 3 000 euros d'abondement sans atteindre les 3 700 de plafond URSSAF, quoi. Donc voilà pour le plan d'épargne. Petit rappel, après vous avoir présenté ces différents dispositifs, on avait communiqué dessus, mais les rappels sont parfois nécessaires. Depuis le 1er janvier 2025, il y a la loi partage de la valeur qui a créé en fait une nouvelle obligation pour les entreprises qui emploient au moins 11 salariés.
enfin entre 11 et 50 salariés, qui sont constitués sous forme de société et qui réalisent un bénéfice net fiscal positif enfin positif et égal au moins à 1% du chiffre d'affaires sur 3 années consécutives. Si vous respectez ces conditions-là et que vous n'êtes pas déjà couvert par un dispositif de partage de la valeur, il faudra absolument mettre en place soit un accord d'intéressement, participation, prime PPV ou un abondement à un plan d'épargne. Donc, c'est-à-dire un des dispositifs qu'on a balayé tout de suite. Et ça, c'est applicable à partir de l'exercice, enfin, de cette année. On a fini avec le volet avantages financiers. On va passer un petit peu aux autres avantages. On commence avec tout ce qui est bon d'achat, carte cadeau. Alors, vous avez la possibilité d'attribuer aux salariés des bons d'achat ou des cartes cadeaux. Pareil, c'est avantageux d'un point de vue charge sociale et fiscale, mais il faut quand même que vous respectiez les conditions qui sont fixées par l'URSSAF. Si la valeur de vos bons d'achat ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 196 euros pour 2025, il n'y a pas de sujet, vous êtes exonéré de cotisation et pour le coup, c'est assez simple. Par contre, à partir du moment où vous allez dépasser 196 euros par an et par salarié, pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisation, il va falloir que vous respectiez les 3 conditions que je vous ai mises, c'est-à-dire que les bons d'achat, ils vont devoir être attribués en lien avec un événement précis. Ça peut être par exemple le mariage, Noël, les naissances, etc. Le bon d'achat, il doit être utilisé, enfin, il doit être vraiment déterminé pour une utilisation en lien avec l'événement, donc pas de l'achat de produits alimentaires, pas d'achat de carburant, etc. Et le montant, il ne doit pas dépasser 196 euros, mais cette fois par événement, au lieu de par année. Petite spécificité pour tout ce qui est chèque culture et chèque lire, vous n'avez pas de montant maximal d'exonération euh, et vous n'êtes pas obligé de les attribuer en lien avec un événement particulier comme le mariage, Noël, etc., comme on a vu tout à l'heure. Par contre, il faut bien que les chèques culture et chèques lire, ils soient délimités, enfin que l'utilisation de ces chèques soit vraiment délimitée, soit parce que l'utilisation elle est limitée aux enseignes qui commercialisent uniquement des biens ou prestations à caractère culturel, soit parce que sur le chèque, c'est vraiment mis qu'il y a une restriction et que c'est uniquement pour acheter des produits tels que des places de concert, des places de cinéma, des livres, etc. Attention, pour tous ces petits avantages, là, les bons d'achat, les cartes cadeaux, les chèques culture, il faut que vous fassiez attention aux critères d'attribution parce que vous n'allez pas pouvoir prévoir une condition d'ancienneté ou de présence dans l'entreprise pour octroyer ces avantages-là. Avant, c'était plus ou moins le cas, en tout cas, il y avait une tolérance. C'est fini maintenant, que ce soit les CSE ou les employeurs n'ont plus la possibilité de conditionner l'octroi de ces chèques cadeaux à une ancienneté minimale. Donc ça, tous les salariés devront en bénéficier. Un peu dans le prolongement des chèques cadeaux, on a aussi le dispositif des chèques vacances qui existe. Alors là, pour le coup, c'est limité aux dépenses d'hébergement, de repas ou de loisirs. La particularité des chèques vacances, c'est que contrairement aux bons cadeaux, les chèques vacances, ils sont financés par une participation patronale et une participation salariale. Euh, Avantage aussi pour les chefs d'entreprise de moins de 50 salariés, c'est que vous pouvez également en bénéficier. Donc ça peut être vraiment intéressant. Vous devez, pour les mettre en place, rédiger un document qui va permettre d'informer vos salariés sur les modalités d'attribution des titres, le montant de la contribution employeur, sachant que la participation patronale au chèque vacances, elle est plafonnée par l'URSSAF. Le plafond, il est entre 50% et 80% de la valeur du chèque vacances, mais ça peut être augmenté en fonction du nombre d'enfants à charge. Et la participation, elle doit aussi être modulée en fonction des niveaux de rémunération. Donc, on a une participation qui doit être plus forte pour les bas salaires et plus faible pour les hauts salaires. Les chèques vacances, ils sont avantageux parce que sur votre participation patronale, vous êtes exonéré, donc pas de charges sociales sauf la CSG CRDS. Et puis, c'est pas imposable pour les salariés. Donc, on est sur un autre outil qui est plutôt intéressant au niveau des charges sociales.
On n'y pense pas souvent, mais pour fidéliser et vraiment avoir des avantages pour vos salariés, vous avez aussi possibilité d'agir sur le volet garantie frais de santé et prévoyance en proposant aux salariés des couvertures qui vont être plus avantageuses que ce qui est prévu par votre convention collective. Donc ça peut être par exemple pour la mutuelle, la possibilité de prévoir des meilleurs remboursements ou de prévoir une participation employeur supérieure à 50% de prise en charge. Parce que vous savez que sur la mutuelle, vous avez l'obligation de prendre minimum 50%, mais rien ne vous empêcherait, par exemple, de faire une participation au-delà de ces 50%. Vous avez également possibilité d'aligner les garanties prévoyance selon les statuts de vos salariés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le régime de mutuelle et de prévoyance des ouvriers, il est moins avantageux que celui des états ou des cadres. Donc, un des avantages que vous pouvez mettre dans votre entreprise, c'est d'aligner les régimes sur celui qui est le plus avantageux pour eux, quoi. Et autre option, c'est prévoir de meilleures garanties en matière de décès, invalidité et incapacité. Je vous ai également mis cette possibilité-là d'intervenir non pas par un avantage financier pur, mais plutôt pour une aide, tout ce qui touche au service aux personnes et garde d'enfants. Donc il y a deux volets, hein. Il y a la possibilité de verser une somme pour aider les salariés à financer par exemple des frais de garde d'enfants, d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou des services à la personne pour de l'aide ménage ou garde d'enfants à domicile par exemple. L'aide, enfin la somme que vous allez verser à vos salariés pour financer ces besoins-là, elle est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 2 540 € par an pour 2025. Et bien sûr dans la limite des frais engagés par votre bénéficiaire, hein, sachant que son bénéficiaire, les salariés ou les chefs d'entreprise pour ce dispositif-là. Autre possibilité, vous pouvez en fait adhérer à ce qu'on appelle une crèche interentreprise. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais l'entreprise peut réserver des berceaux pour ses salariés dans des crèches qui sont en partenariat avec soit des sociétés qui sont dans vos environs, soit des collectivités locales. Ces crèches, elles fonctionnent généralement grâce à la fois aux subventions de la CAF et des collectivités locales, mais aussi grâce à la participation du salarié et à une subvention directe de l'entreprise. Dans ce cas-là, la subvention directe de l'entreprise, elle est exonérée de cotisations et d'impôts, mais il faut quand même respecter des conditions. Je ne les détaille pas là, mais voilà. Donc sur le volet crèche entreprise, en fait, il y a deux avantages. C'est que vous permettez à vos salariés d'avoir accès à une crèche de façon, facilité parce qu'aujourd'hui, l'accès aux crèches est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième, c'est l'avantage financier parce que vous allez participer aux frais de garde. Dernier volet des avantages en fait que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise et qu'il ne faut à mon sens pas négliger, c'est l'organisation de moments conviviaux en entreprise. Donc c'est ce qu'on va appeler des journées team building, des séminaires. Ça a pour but de renforcer l'appartenance de vos salariés à l'entreprise et de les fidéliser. Il faut cependant faire attention au risque de requalification en avantage en nature. C'est pour ça que je vous ai fait une petite slide sur ce sujet-là. Faut savoir qu'il y a une tolérance de l'URSSAF pour tous les événements, on va dire, festifs de fin d'année ou d'anniversaire de l'entreprise, donc maximum une fois par an, à condition que tous les salariés soient conviés à l'événement et que le coût soit global et non individualisé. Si vous n'êtes pas dans cette tolérance d'événements festifs de fin d'année, à ce moment-là, il faut que votre événement il soit encadré par un caractère professionnel, c'est-à-dire qu'il faut rendre la présence du salarié obligatoire à cet événement en faisant signer par exemple une feuille d'émargement. Il faut payer le temps passé à l'événement en temps de travail effectif. Et puis bien sûr, il faut quand même que vous respectiez un budget et une fréquence raisonnable. Il ne s'agit pas de leur payer un week-end à Marrakech tous les mois, par exemple. Alors, à défaut, si vous n'êtes pas dans ces deux premiers critères, il y a une troisième possibilité pour éviter un risque de redressement URSSAF par rapport à ces frais-là. C'est que ces journées de team building ou ces séminaires, ils doivent être qualifiés de dépenses de frais d'entreprise. Pour que ce soit le cas,
Il faut que ces dépenses soient engagées dans l'intérêt de l'entreprise, donc démontrer qu'il y a vraiment un intérêt de renforcer l'esprit d'équipe, éventuellement un intérêt de participer à la formation des collaborateurs, améliorer la communication des équipes, faire une présentation des résultats, etc. Donc ça, c'est le premier critère. Il faut quand même que ces frais d'entreprise, ils aient un caractère exceptionnel. Pareil, c'est pas tous les mois qu'on organise des événements comme ça. Il faut que ça corresponde à des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur, c'est-à-dire que c'est vraiment des frais qui n'ont rien à voir avec leur, euh, leur métier. Euh, tout ce qui, enfin, les dépenses ne doivent pas concerner les enfants et les conjoints du salarié. Typiquement, si vous faites un séminaire, il ne faut pas inviter un séminaire au ski, par exemple. Il ne faut pas inviter gratuitement enfin, les conjoints, les enfants, voilà, à ce séminaire. Si c'est le cas, vous avez de grandes chances d'être redressé au niveau de l'URSSAF en cas de contrôle. Et dernier point, cinquième et dernier point, il faut que les dépenses, elles participent à l'objet du séminaire et qu'il y ait des temps consacrés aux activités professionnelles, typiquement des temps de réunion, de présentation ou de visite professionnelles qui vont être en lien en fait avec l'activité. Ça, c'est notamment le cas quand vous faites des séminaires sur plusieurs jours, où il faut vraiment pouvoir fournir à l'URSSAF un programme de travail pour éviter une requalification. Alors, je pense que j'ai fait le tour des principaux dispositifs. Vous l'aurez compris, c'est assez varié. Et en fait, le choix du dispositif va dépendre de ce que vous souhaitez mettre en avant dans votre entreprise. Est-ce que c'est favoriser la conciliation avec leur vie personnelle? Est-ce que c'est faire en sorte qu'ils aient une meilleure couverture sociale en matière de mutuelle, etc. Est-ce que c'est les inciter au sport? Est-ce que c'est faciliter la gestion de la garde d'enfants, etc. Enfin, ou alors est-ce que c'est avec un avantage financier leur permettre d'avoir un salaire compétitif par rapport à ce que proposent vos concurrents, par exemple. Donc voilà, il y a plein de dispositifs. Si jamais il y en a un en particulier que vous souhaitez approfondir, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nous, on est là pour vous conseiller et éventuellement pour vous aider s'il y a besoin de rédiger des documents, des accords, des DUE. Voilà, ça fait partie des missions qu'on propose au service droit social et j'en ai profité pour vous remettre le petit récap aussi de l'accompagnement qu'on peut proposer dans les autres dans nos autres services, parce que vous connaissez peut-être principalement un de nos services, mais voilà, ça peut permettre de rappeler on a plein de choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Donc, je ne sais pas si il y a des questions. Oui, tu en as quelques-unes. Alors, la première, c'était sur les RCR. Oui. Est-ce que la DUE est obligatoire? Alors, en fait, la DUE, je vais vous répondre que pour moi, oui, elle est obligatoire. Parce que si vous ne faites pas de DUE, alors je dis DUE, mais ça peut être éventuellement une note de service, hein. Ça a la même valeur, on va dire, juridique. L'important, c'est ce que vous allez mettre dedans. Si vous ne faites pas de DUE, par principe, les repos sont pris à l'initiative du salarié dans un délai de 2 mois. Et typiquement, souvent, c'est pas forcément l'idée qu'on se fait du repos compensateur, c'est plutôt quelque chose qu'on veut capitaliser ou éventuellement répartir la prise entre employeurs et salariés. Donc, si vous ne faites pas de DIE, c'est possible, mais du coup, c'est pas du tout à votre avantage, quoi. Deuxième question sur les bons d'achat. Si c'est un bon d'achat par salarié, par exemple, est-ce que si on fait 100 euros pour le salarié et 50 euros par enfant pour Noël, est-ce que ça fonctionne? Oui, oui, ça se cumule. Le Noël des salariés et le Noël des enfants se cumulent. Est-ce qu'il faut privilégier les chèques cadeaux papier ou les chèques cadeaux dématérialisés? Alors là, c'est à voir en fonction de l'utilisation de vos salariés. Ça dépend parfois de la moyenne d'âge de vos salariés. Certains qui sont plus ou moins à l'aise avec les chèques cadeaux dématérialisés. Et puis, ça peut aussi enfin, ça peut aussi dépendre des frais. Faut que vous regardiez au niveau des frais que vous avez s'il y a vraiment une grosse différence entre dématérialisé ou papier. Là, je peux pas forcément vous dire par rapport à ça. Et est-ce que les gérants ont droit au... Apparemment, les gérants ont droit au chèque vacances. Mm. Est-ce qu'ils ont droit aussi au chèque cadeau? Non, vous n'avez pas le droit au chèque vacances, vous n'avez pas le droit au chèque cadeau, vous n'avez pas le droit à la PPV,
mais vous avez le droit au chèque vacances, à l'intéressement, au plan d'épargne, par exemple. Concernant la PPV, depuis 2025, l'employeur se voit appliquer un recalcul des réductions de charges. Oui, alors en fait, je suis pas rentrée dans le détail, mais en effet, nouveauté par rapport à la loi de finances de 2025, c'est que maintenant, la prime PPV, elle est comprise dans les rémunérations qui servent au calcul de la réduction Fillon. Donc pour résumer, plus les salariés ont un bas salaire, plus vous avez de réduction de charges, qu'on appelle aussi réduction Fillon. Plus ils ont un salaire élevé, moins vous avez de réduction Fillon. Avant, la prime PPV, elle n'était pas comptabilisée dans la rémunération globale du salarié et maintenant, elle l'est. Donc, typiquement, si vous avez un salarié à qui vous avez à qui vous avez versé 3 000 € de prime, bah, vous risquez de voir votre réduction Fillon soit supprimée, soit diminuer drastiquement, quoi. Donc, il y a un effet que vous ne voyez pas à première vue, mais il y a un effet, on va dire, pervers sur la réduction Fillon qu'on n'avait pas auparavant. Alors, ceci dit, c'est quand même un dispositif qui restera, enfin, qui reste pour le moment beaucoup plus avantageux qu'une prime classique. Parce que cette prime, même si elle a un impact sur la réduction Fillon, elle n'est pas soumise à cotisation sociale et à impôt sur le revenu. Alors qu'une prime classique, elle va être soumise à l'ensemble de ses cotisations et elle va bien sûr être prise également en compte pour la réduction Fillon. Question qui n'a rien à voir, est-ce qu'on peut financer le BAFA d'un enfant d'un salarié? Aucune idée. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais eu cette question. Alors éventuellement, on peut se renseigner. Je peux prendre le nom de l'entreprise et puis on peut revenir vers vous si vous souhaitez sur cette question qui est un peu spécifique. À savoir, du coup, est-ce qu'on peut financer le BAFA d'un enfant, d'un salarié? Moi, j'ai jamais rien lu là-dessus, mais je ne sais pas. On On va verra. voir. J'ai plus de questions dans le chat. Euh, merci. AMB 44, d'accord, c'est noté. J'ai plus de questions dans le chat. Comme d'habitude, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de l'après-midi, de la semaine, du mois, toujours le même principe, vous appelez la CAPEB et puis on prend votre question et Léa, Floriane ou Mathilde vous recontactent et répondent à votre question. Euh, voilà, je vais juste en profiter pour faire un petit peu de pub pour le 44, pour les prochains événements du 44. C'est l'instant pub de la CAPEB. On a un mois d'octobre très chargé niveau programmation d'événements. On commence la semaine prochaine par une réunion sur les droits à la retraite. Attention, c'est une réunion qui s'adresse plutôt aux plus de 55 ans, parce que tout bêtement, les règles pour les plus jeunes que nous sommes ne sont pas encore définies. Donc, c'est toujours intéressant pour comprendre comment ça marche, mais ce qui va être dit la semaine prochaine ne s'appliquera pas aux plus jeunes. Le 10 octobre, on fait une journée bien dans son corps, bien dans sa tête. C'est une journée qui est vraiment ouverte à tous, faut pas hésiter à venir. C'est une journée qui va vous permettre de profiter de 4 ateliers thématiques. Vous faites votre programme, vous choisissez ce que vous voulez faire. Et l'idée, c'est bien de travailler sur le stress, la charge mentale, le bien-être dans son corps, dans sa tête. Voilà, ça va être un super moment de partage, donc n'hésitez pas, il reste des places encore. Je vous mettrai dans le mail avec le replay et le support, je vous mettrai le lien d'inscription. On fait également une réunion sur les différents taux de TVA qui s'appliquent dans le bâtiment. On sait que ça fait du bien de temps en temps de faire des piqûres de rappel sur ce sujet. Donc, on va en faire une le 14 octobre à Bougnay. Et vu l'intérêt, on va en déclencher une aussi à Saint-Nazaire au mois de novembre. Donc voilà, il y aura 2 réunions sur ce sujet-là d'ici la fin d'année. Pour ceux qui aiment les vieilles pierres, on vous propose une visite patrimoine de l'abbaye de Blanche-Couronne à la Chapelle-Launay au mois d'octobre aussi. C'est une abbaye qui est quasiment rénovée là, ils sont en train de finir la rénovation et on a la chance de pouvoir monter dans les combles avant qu'ils referment tout. Donc voilà, c'est une super visite qui est organisée le 17 octobre. Il reste des places là aussi. Évidemment, du 22 au 24, Artibat à Rennes, organisé par la CAPEB Pays de la Loire. Donc on aura un super stand, donc vous y attend, vous serez les bienvenus. Et puis on finira le mois le 30 octobre par un CAPEB Business Club. Donc vous avez l'habitude maintenant, un CAPEB Business Club, c'est vraiment l'idée de se réunir entre adhérents d'un même secteur géographique pour apprendre à se connaître entre métiers. Et cette fois-ci, on ira à Sainte-Padane. Voilà.
Euh, j'en profite exactement, merci Milena. Il y a aussi un groupe Réhab qui va s'ouvrir prochainement à la CAPEB. Donc le Réhab, c'est une formation de gestion d'entreprise, plutôt partie stratégie d'entreprise. Savoir, en tant que chef d'entreprise, savoir où on veut aller avec son entreprise, prévoir sa stratégie. Il y a des modules sur la gestion des salariés, la comptabilité, la gestion stratégique de son entreprise. Et donc, effectivement, il y a une formation qui ouvre bientôt dans nos locaux. Il reste des places là aussi, donc n'hésitez pas. C'est une formation non certifiante, donc vous repartez aussi avec un diplôme. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On a dépassé un peu l'horaire, mais c'était important. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous nous contactez à la CAPED. Bonne journée! Bonne journée.